Mesdames, Messieurs les huissiers et candidats huissiers, Mesdames, Messieurs, en rédigeant ce texte avec Madame Palmer sur l'exécution provisoire et les voies de recours, un sentiment de légère frustration m'a gagné dans la mesure où finalement, pour l'exécution provisoire et pour l'essentiel des mesures, en tout cas qui concernaient l'appel, la norme, la rationalité de la norme était attendue depuis longtemps par les milieux tant académiques que certains praticiens qui ne défendent pas des intérêts catégoriels. Donc autant la norme était voulue par Pot-pourri 1 et par Pot-pourri 5, autant la traduction de la norme a été assez pénible. Et donc effectivement, il faut dire qu'à certains égards, tant Pot-pourri 1 que Pot-pourri 5 ont cochonné les normes en matière d'exécution provisoire et un peu moins en matière d'appel. Alors, il n'y a malheureusement rien de facétieux pour rebondir sur le thème de ce colloque dans ce que je vais vous dire. Comme toujours, quand on parle d'exécution, et en particulier d'exécution forcée, la norme n'est pas extrêmement claire à la lire actuellement à l'issue de Pot-pourri 5. Je pense que la manière la plus claire, ou en tout cas la moins obscure de la présenter, c'est de présenter la situation du jugement rendu par défaut, puis la situation du jugement rendu à l'issue d'une procédure contradictoire, et enfin parler, ça c'est un bouleversement fondamental, des pouvoirs du juge d'appel à l'égard de l'exécution provisoire qui tantôt a été écartée, tantôt a été accordée par le premier juge, puisque là, il y a vraiment une grande modification qui a été opérée à l'article 1402. Alors, je n'ai pas le talent didactique de Dominique Mougenot en matière de PowerPoint. Moi, quand je fais des PowerPoint, j'ai l'impression de vous montrer mes dias de vacances et d'être extrêmement ennuyeux. Donc, j'ai préféré vous remettre un texte qui est provisoire, mais relativement complet, entre autres en matière de droit transitoire. Comme dit aussi Dominique Mougenot, c'est l'avantage des problèmes de droit transitoire, c'est qu'ils finissent un jour par se finir. Mais vous pouvez encore rencontrer, évidemment, en fonction de la date d'introduction de l'instance, de la date du jugement, des questions de savoir si le jugement est ou non exécutoire par provision et donc peut être signifié concomitamment à un commandement. Premier point, la procédure par défaut. Alors, Mme Palmer vous a dit que l'opposition est en voie de disparition dans un certain nombre d'hypothèses. Il reste que, finalement, en compensation de cela, le législateur a décidé, dans Pot-pourri 5, je vais vous faire une très brève chronologie des événements sur ce point, a décidé de maintenir le caractère suspensif de principe des voies de recours formées par un défaillant, qu'il s'agisse de l'opposition lorsqu'elle lui est possible ou de l'appel lorsqu'il y est contraint, puisque l'opposition se raréfie, comme Mme Palmers vous l'a dit. Alors, l'idée fondamentale, l'idée cardinale de M. le ministre de la Justice est de réduire les voies de recours, en tout cas de réduire l'appel. Et comment réduire l'appel? Le rendre inutile pratiquement dans la mesure où on peut subir plus généralement l'exécution provisoire. Donc ça, c'était le fondement de Pot-pourri 1. Et donc il a voulu, non pas objectivement supprimer l'effet suspensif de l'appel, mais en tout cas de généraliser l'exécution provisoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais à l'inverse, dans Pot-pourri 1, le législateur avait décidé de maintenir l'effet suspensif de l'opposition, et de l'opposition uniquement, partant de l'idée que par définition, il n'y a pas eu de débat contradictoire et donc peut-être généraliser l'exécution provisoire dans ce type de décision n'était pas forcément opportun. Alors, si besoin en était, je vous rappelle quand même que dans l'absolu et à titre de principe, ce n'est pas l'écoulement du délai de recours qui est suspensif, c'est l'exercice effectif de la voie de recours, sauf en matière d'obligation de somme. Et l'article 1495 qui a été modifié par la loi Pot-pourri 1 et qui est resté inchangé à l'issue de Pot-pourri 2, je suis au numéro 6 de mes notes, disposait et dispose toujours que la condamnation au paiement d'une somme d'argent qui fait l'objet d'une décision encore susceptible d'opposition ne peut être exécuté avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins, bien entendu, que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée. Nous sommes en matière de jugement par défaut, par essence, donc ça ne pose pas de problème. Ça en pose plus en matière d'appel, mais qu'importe. Je rappelle aussi que l'écoulement du délai est aussi suspensif lorsqu'une prestation, un paiement, une radiation, autre chose est attendue d'un tiers. L'article 1388 dit expressément que là, le tiers ne va devoir s'exécuter que sur production d'un certificat de non-appel ou opposition, non-opposition en l'espèce, ou opposition, parce que c'est quand même une procédure par défaut, peut donner lieu à appel, évidemment, sauf exécution provisoire.
À l'issue de Pot-pourri 5, le texte de l'article 1397, c'est un espèce de triptyque. Alors, c'est moyennement exaltant, c'est peu lyrique et c'est pas forcément évident à lire et à comprendre, mais enfin, ça a l'avantage d'une certaine symétrie selon qu'on est en matière contradictoire, en matière de procédure par défaut. Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge d'office ou à la demande d'une des parties, Mme Palmer l'a dit, on a réglé au moins dans Pot-pourri 5 le pouvoir du juge, est-ce qu'il peut le faire d'office ou est-ce que c'est forcément à la demande sur base d'une conception peut-être un peu périmée du principe dispositif, au moins on a réglé le problème. Donc à la demande d'une des parties ou d'office, sauf si le juge en décide autrement, moyennant une décision spécialement motivée, les jugements définitifs sont exécutoires par provision, nonobstant appel, et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une. L'alinéa premier vise la procédure contradictoire, je laisse provisoirement de côté. Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge d'office ou à la demande d'une des parties en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, l'opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre le jugement définitif prononcé par défaut en suspendre l'exécution. Enfin, troisième plan du triptyque, et là on ne peut que saluer la réforme, c'est la généralisation de l'exécution provisoire pour les jugements avant dire droit et pas uniquement les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction. Donc on a fait passer cette norme dans l'article 1397 en généralisant la portée. Donc Pot-pourri 5, c'est quoi? Lorsque c'est une procédure par défaut, à moins que le juge n'ordonne l'exécution provisoire, l'appel et l'opposition seront suspensifs, voire l'écoulement du délai seront suspensifs s'il s'agit d'une obligation de somme. Il y a deux hypothèses dérogatoires, il y a deux exceptions. Enfin, le principe, comme on vous l'a dit, c'est une espèce de monnaie d'échange du ministre, puisque on réduit le champ d'application de l'opposition. Donc, si on réduit les droits du défaillant, mais on va lui donner quand même la possibilité de ne pas subir l'exécution immédiatement, moyennant appel qu'il pourrait interjeter. C'est aussi la monnaie d'échange à l'extension des pouvoirs du juge statuant par défaut. L'article 806 du Code judiciaire, qui est cryptique et Pot-pourri 5 n'a rien arrangé à mes yeux à cet égard. Donc on comprend toujours très bien ce qu'a voulu faire le législateur de façon nette. Mais enfin bref, c'est une compensation donnée aux défendeurs défaillants. Il y a deux exceptions. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire, mais il y a aussi des cas où le juge ne peut pas l'ordonner parce qu'elle est purement et simplement interdite. Je vous renvoie au numéro 8 de mes notes. En matière de décision au tribunal de la famille, il y a une généralisation de l'exécution provisoire, mais le texte n'est plus très clair, une espèce d'érosion de la lisibilité de la norme après ces réformes successives. Mais il y a des cas en matière d'état des personnes, d'impossibilité de mariage, etc., où l'exécution provisoire est totalement exclue. Je vous renvoie aux articles 1398-1 et 1399 du Code judiciaire. L'exception, c'est lorsque le juge aussi décide d'octroyer l'exécution provisoire et il peut le faire d'office. Vous verrez, Mme Palmer vous a cité quelques décisions tout à l'heure, j'en cite aussi, nous en citons également pages 6 et 7. Vous verrez que certains juges ont été frappés de schizophrénie un peu pathologique puisqu'ils parvenaient dans le même jugement à dire que c'était exécutoire par provision mais que l'appel allait être suspensif, ce qui est un petit peu kafkaïen comme situation. On n'aurait pas voulu être l'huissier qui devait exécuter ce genre de décision. Malheureusement, ça arrive dans la pratique. Deuxième point, rapidement, pour ne pas dépasser mon temps de parole, le caractère exécutoire de principe des décisions nonobstant appel. Alors, deux choses, on est donc dans un contexte de procédure contradictoire, c'est l'article 1397, alinéa 1er. Les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel, c'est le principe. Deux choses sur ce point. La première chose, c'est les jugements avant dire droit. Je vous l'ai dit, avec la controverse 1050 alinéa 2, 875 bis dont vous a parlé Mme Palmers, on a éradiqué de l'article 1496 la norme. Toutes les mesures avant dire droit sont désormais de plein droit exécutoires par provision. L'article 1397 alinéa 1er prévoit deux exceptions. La loi et le juge peuvent déroger au principe de l'exécution provisoire nonobstant appel. C'est symétrique par rapport à l'alinéa 1er, mais inversé, si je puis dire, puisque nous sommes dans un contexte contradictoire.
Dans les exceptions légales, j'insiste, et le texte définitif le dira mieux, hein, je vous parle de l'article 377 du Code d'impôt sur les revenus en matière fiscale. Je vous rappelle que tant en matière de jugement qui concerne l'imposition fiscale que de jugement qui concerne l'exécution fiscale, l'exécution provisoire est interdite, tant l'appel que l'opposition, que l'écoulement du délai d'appel et d'opposition et de cassation sont suspensifs. Donc on ne peut rien faire. Et ça, qu'il s'agisse d'un jugement en recours fiscal contre une imposition devant la chambre fiscale d'un tribunal de première instance compétent, ou qu'il s'agisse d'un incident devant le juge des saisies où on conteste une mesure qui est une mesure d'exécution qui est posée par le fisc. Donc sur les articles 377 du CIR pour l'imposition et 300 paragraphe 2 depuis une loi du 1er juillet 2016, c'est relativement récent en matière d'incident d'exécution fiscale. Dernier point, et ça c'est assez copernicien comme modification, le principe, le paradigme, c'était le juge d'appel ne peut surseoir à l'exécution forcée, à l'exécution provisoire qui a été accordée par le premier juge, ou qui a fortiori est de plein droit parce que c'est une décision du référé. Donc c'était vraiment un principe fondamental qui ne connaissait d'exception que dans le cadre de l'appel nullité, qui a été construction prétorienne, jurisprudentielle, pour lutter contre les abus de pouvoir du juge ou la violation d'un droit de la défense. Il octroie l'exécution provisoire alors que cela lui était interdit, ou bien il a octroyé l'exécution provisoire, mais sans du tout permettre aux défendeurs de le signaler. L'article 1402, il contient désormais une première incise qui renvoie à l'article 1066, alinéa 2, sixièmement, et qui aboutit à ce que si le juge a octroyé l'exécution provisoire alors qu'elle n'était pas de plein droit, bien on peut, dans le cadre d'un appel, demander à l'audience d'introduction, à une audience très rapprochée, que le juge supprime cette exécution provisoire. Tout comme, mais ça ne change pas, le juge avait écarté l'exécution provisoire alors qu'elle était de droit, c'est sa liberté, il peut le faire, bien, on peut, dans le cadre de l'appel, replaider cet aspect pour réobtenir l'exécution provisoire. Et les balises, je n'y reviens pas parce que rien n'a changé sur ce point, sur les points 22 et 24 de mes notes. Entrée en vigueur droit transitoire, je n'insiste pas, vous verrez les indications pages 15 et 16. Il y aura 3 paramètres à prendre en considération. D'abord, vous me direz c'est stupide, mais bon, lire le dispositif, première chose. Deuxième paramètre, la date du jugement. Et parce que pot pourri n'est entré en vigueur qu'à l'égard des procédures qui ont été introduites après le 1er novembre 2015, il faudra aussi voir quelle était la date d'introduction du litige. Mais tout ça va donner lieu à moins de problèmes dans le futur, puisque par définition, on tombera très rapidement uniquement sous l'empire des dispositions telles qu'elles résultent de pot pourri 5, c'est-à-dire les dispositions en vigueur depuis le 3 août 2017. Je vous remercie pour votre attention.